Bonjour et bienvenue dans l'Info c'est clair. Sont-ils les sacrifiés du Covid? Alors qu'ils ne sont quasiment pas touchés par l'épidémie, la jeunesse paye un lourd tribut à l'épidémie. Qu'en pense-t-il? Nous avons décidé de leur donner la parole. L'Info c'est clair est intitulé Confinement. Qu'en pense la jeunesse? Nos invités, Dominique Monchablon, vous êtes psychiatre, chef de service à la Fondation Santé des étudiants de France à Paris. Wally Bordas, vous êtes journaliste au Figaro, étudiant, auteur de Tout ça pour ça, c'est chez Plomb. Elvire Beraya Lazarus, vous êtes journaliste pour Cat et compagnie et vous avez réalisé le documentaire Ma vie d'étudiant pour Envoyé spécial qui a été diffusé jeudi soir sur France 2. On va en voir de larges extraits. Mais nous allons donc donner la parole aux jeunes. Donc nous sommes en visioconférence avec Caroline. Caroline, vous avez 17 ans, vous êtes lycéenne en terminale G. Et Anastasia, 22 ans, en 3e année de licence en droit optionnel international à la FACO. Merci à tous les 5 de participer à cette émission en direct. Anastasia, on commence avec vous. Alors on vous a déjà eu dans l'Info c'est clair. Depuis le 1er novembre, comment ça se passe? Vous suivez, ça devient votre quotidien, vous suivez vos cours en visio. On voit ce sondage de Odoxa Backbone pour France Info. 80% des étudiants disent avoir peur de rencontrer des difficultés pour mener à bien leurs études. C'est 10 points de plus en 2 mois. Anastasia, racontez-nous votre quotidien. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ces cours devant un ordinateur? Ce qui est le plus dur, finalement, le problème, c'est que les difficultés changent depuis le début du confinement parce que malheureusement, on a déjà eu 6 mois de cours à distance au semestre dernier, l'année dernière. Et là, pour la plupart, on est retourné dès le 1er novembre de nouveau en cours à distance. Donc, on est habitué, on a moins de mal à prendre les outils en main, mais ça reste un support qui, je trouve, n'est pas optimal pour l'apprentissage. On a beaucoup moins d'échanges avec les professeurs, on n'a plus, un effet de synergie en fait entre étudiants parce que dans un amphi, tout le monde travaille, tout le monde est concentré normalement. On suit ce que raconte le professeur. Là, on est dans notre chambre. Si finalement on veut être sur notre téléphone ou aller faire même totalement autre chose, il n'y a pas grand-chose qui nous en empêche. Et puis après, il y a toutes les petites difficultés techniques, Alors ça, on va en le reparler. réseau qui ne marche plus. Mais Anastasia, vous dites, au fond, c'est difficile de rester concentré dans sa chambre de 14h à 17h, comme on est censé rester concentré dans un amphi de 14h à 17h. Exactement, parce que on a quand même notre professeur en face de nous dans un amphithéâtre, donc normalement, si on est un minimum respectueux, on ne va pas se lever ou faire des mots croisés devant lui. Là, dans notre chambre, si on veut prendre notre téléphone pendant 4 heures et ne rien faire, il ne le verra pas parce que la caméra n'est pas forcément allumée, parce que qui va nous dire de travailler? Voilà. Nos parents sont plus normalement sur notre dos, on n'a pas nos camarades à côté qui veulent se concentrer, donc on n'a personne à déranger sauf nous, on peut faire ce qu'on veut finalement. Et puis vous le disiez à l'instant, il faut que la technique suive. Je vous propose à tous de regarder un extrait de votre documentaire, Elvire. Un extrait, c'est un jeune à Grenoble, vous allez le reconnaître, qui a des problèmes pour se connecter pile au moment où commence son cours. On regarde. Pour Sacha, le cours de grammaire anglaise vient de commencer. Mais l'ordinateur a un problème de son. Ah, c'est génial, on n'entend pas du tout la prof. J'entends rien. Le problème internet de pas avoir de son. C'est juste con de pas avoir de son. Heureusement, il y a les copains. Est-ce que quelqu'un a une enceinte à me prêter? Ouais, moi j'ai la mienne. Je veux bien, s'il te plaît, parce que j'entends rien, mon ordi bug. 2e essai. Bon, là, normalement, ça devrait marcher. C'est super frustrant parce qu'en fait, la prof, elle parle. Je peux pas lui dire « Attendez, mon son ne marche pas, attendez-moi, quoi. » Du coup, là, j'ai raté... last week's lesson. Finalement, il va devoir bidouiller avec son téléphone. This is the original meaning of will. However, this meaning is now not the main meaning anymore. Résultat, seuls 42 élèves sur les 150 de la promotion suivent le cours. Il y a toujours des gens qui s'en vont au milieu du cours. Et en plus, ça marque quand ils s'en vont.
Alors, Wally Bordas, il y a les étudiants qui ont du mal à se connecter, mais pour les enseignants aussi, on se dit il faut aussi qu'ils apprennent à domestiquer l'outil informatique. J'imagine que donner un cours en visio, c'est pas se filmer avec son téléphone devant un tableau noir, non? C'est loin d'être facile, d'autant qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de faire comme ça. Aujourd'hui, ils sont arrivés du jour au lendemain à devoir faire des cours des fois dans leur amphithéâtre, mais complètement vide devant une caméra. C'est pas facile, il faut s'adapter. En plus, souvent, il n'y a pas d'interactivité avec les étudiants qui, d'habitude, ont la possibilité de poser des questions. À distance, c'est vraiment très difficile et ils s'en rendent compte. Ils le savent que les étudiants décrochent, donc ils essayent d'inventer de nouvelles choses, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire? Ils essayent de faire des petits jeux, de poser des questions, mais finalement, avec des étudiants qui sont parfois... plusieurs cinquantaines derrière leur écran, pas facile de donner la parole chacun son tour à quelqu'un, quoi. Et alors, Anastasia, racontez-nous comment se passent les examens, du coup. Enfin, j'imagine, vous pouvez tricher, là, vous avez tout sous la main, vous pouvez même vous faire aider par un spécialiste en droit international qui serait dans votre chambre et qui vous aiderait à rédiger votre copie. Racontez-nous comment se passent les examens en distanciel. Là, on a du mal à imaginer. C'était justement le casse-tête de tous nos professeurs et de la fac. Dès qu'ils ont annoncé le confinement, ils nous ont dit ils ont tout de suite dit que les examens ne se passeraient pas dans les amphithéâtres en présentiel et que les modalités allaient beaucoup changer dans toutes les matières. Donc en effet, chez nous, on a notre ordinateur, Internet, nos cahiers, tout ce qu'on veut, des complices où on peut même se réunir et tous le passer ensemble. Donc, ce qu'ils nous ont... Des complices, enfin, je veux dire, on peut avoir tous nos amis dans la même pièce et bachoter ensemble sur le sujet pendant 4 heures, si le cœur nous en dit. Bon, ils nous l'ont déconseillé, c'est vrai que c'est pas forcément très pratique, mais du coup, la plupart des épreuves ont été complètement modifiées. Il y avait beaucoup d'épreuves, notamment dans les matières, avec des coefficients moins importants, où c'était des QCM, des questions de cours, même un peu développées. Et là, c'était hors de question, forcément. Donc la plupart des épreuves, ils ont essayé de nous mettre des vrais sujets de réflexion, des dissertations, des choses qui faisaient vraiment appel à notre réflexion propre. On ne pouvait pas trouver un copier-coller sur Internet. Tous nos sujets sont soumis à un logiciel anti-plagiat, parce que forcément, c'est trop simple sinon de taper ce qu'on veut sur Internet et de copier-coller. Mais c'est vrai que ça a été une organisation tout à fait différente pour nous, parce qu'on a dû... réviser différemment, encore une fois, trouver la motivation de réviser et encore une fois, la concentration. Parce que quand on est dans un grand amphi où il y a 200 personnes, on n'entend que le bruit des feuilles qui se tournent, on est concentré, on est dans une ambiance d'examen. Là, dans notre chambre, avec peut-être le voisin qui fait ses gammes, les travaux, tout ce qu'on veut à côté, c'est moins facile de se concentrer. Et l'organisation a été, complètement bouleversée pour nous. Encore une fois, on s'est un peu demandé à quelle sauce on allait être mangé. Parce que bon, moi je suis en 3e année, j'ai 2 ans d'expérience. Et là, toutes ces 2 ans d'expérience où on savait comment ça se passe, ils ne servent plus à rien. On doit de nouveau apprendre une nouvelle méthodologie, une nouvelle technique, ce qui est déstabilisant. Merci Anastasia, on vous souhaite en tous les cas bon courage pour la suite de vos études. En terminale, du coup, face à la difficulté d'organiser ainsi des examens en période de Covid, la décision a été prise de supprimer ces examens. Dominique Monchablon, en France, on est très examen. On est très copie, 4 heures, vous avez 4 heures. Est-ce que du coup, ces jeunes n'ont pas l'impression qu'on leur vole leur diplôme et au fond, qu'ils sortiront de leurs études avec des diplômes au rabais ? Oui, alors pour le baccalauréat, ça posait problème en effet. Et on a vu cette promotion arriver dans l'enseignement supérieur en première année, à l'université, en prépa. Ouais, ce sentiment un petit peu d'illégitimité par rapport au fait qu'ils ont... C'est un bac Covid. Voilà, et non, pas encore passé des examens en réalité, peut-être depuis le brevet, mais en fait, voilà. Et donc, oui, ils sont un peu, je dirais, c'est pénalisant pour eux. Moi, je suis très sensible à ces différents témoignages, parce qu'on voit quelle est, je dirais, l'importance pour chaque étudiant du support groupal, à la fois pendant les cours, avec ce brouhaha nécessaire, cette réévaluation de l'enseignement par les pairs, on échange, on ponctue le discours du professeur. Ce sont des professeurs qui sont des figures charismatiques pour tous ces étudiants. Ce sont des modèles identificatoires importants. Et ces enseignants, hélas, ils n'ont plus le feedback de leurs étudiants, d'une part. D'autre part, leur enseignement, effectivement, comme le disait monsieur, est assez aride, assez desséché et finalement assez fatigant. C'est fatigant pour les enseignants, c'est fatigant pour les étudiants de rester concentrés.
C'est un motif je dirais, qui apparaît le plus souvent dans nos consultations, la difficulté à rester concentré longtemps, alors qu'ils peuvent, pendant une journée de cours habituelle, rester 8 à 10 heures en amphithéâtre sans fatigue, parce qu'il y a ces petits moments aussi d'échange, de plaisir, ces petits moments d'oxygène. Voilà, ils ont un sentiment d'avoir, pour certains, le cerveau en fromage blanc, parce qu'au bout de 2 heures de cours, ils sentent tout à fait épuisés. Les examens, pardon. Oui, non, je vous en prie. Oui, je voulais poursuivre sur les examens. C'est très intéressant parce que certaines composantes universitaires ont fait le choix de passer les examens en présentiel. Et j'étais très étonnée d'entendre mes étudiants qui disaient mais on est drôlement contents d'aller passer les examens en présentiel, on va revoir les copains, on revoit notre université, notre école. Ah, mais on est vraiment étudiants. Et effectivement, ils sont beaucoup plus concentrés, comme disait la jeune fille. Là encore, ils sont à nouveau portés par le groupe. Effectivement, on est vraiment étudiants, elle est importante cette phrase. Ils ont l'impression de ne pas être de vrais étudiants parce qu'ils sont chez eux finalement, dans leur chambre d'enfant, souvent chez leurs parents encore. Hein. Alors il y a quand même des groupes, je dirais, elle en a très bien parlé, un peu informels qui sont là pour étayer ceux qui sont un peu en difficulté. Il y a beaucoup de triche, on va dire. Mais c'est une triche, je trouve, presque, excusez-moi pour les enseignants qui m'écoutent, presque sympathique. Hein, c'est-à-dire qui fait état de ce support groupal, qui retrouve différemment. Vous voyez, ils sont très inventifs. Alors, on va retrouver Caroline. Caroline, vous êtes lycéenne, vous êtes en terminale, vous avez 17 ans. D'abord, sur le fait qu'on ait supprimé vos épreuves pour le baccalauréat, donc, qui devait avoir lieu en mars, et finalement, ce sera donc le contrôle continu. Comment vous avez vécu ça? Comme un soulagement en disant « Ouf, on n'a pas les examens » ou comme l'impression qu'on vous volait quelque chose qui était constitutif de cette année de terminale? Plutôt comme si on me volait quelque chose parce que du coup ça nous oblige à être performants sur les spécialités tout au long de l'année. Alors qu'avec les épreuves en mars, si on était un peu moins performant à un moment dans l'année, c'est pas grave, on pouvait se rattraper sur l'épreuve qui arrivait. Alors que là, on peut pas du tout. Et du coup, on va devoir la cravacher pour le 3e trimestre pour rattraper les notes du 1er et du 2e trimestre en fait. Alors Caroline, vous allez à l'école. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un privilège, d'être en présentiel, comme on dit maintenant? En revanche, ces cours, ils sont, j'imagine, masqués du début du matin jusqu'au soir. Et comment le vit-on ainsi, d'avoir des cours masqués? Tout à l'heure, on voyait un cours d'anglais. J'imagine que parler en anglais ou écouter de l'anglais masqué, ça doit être plus compliqué. Effectivement, les cours de langue masqués, c'est un peu compliqué. Parce que c'est plus compliqué d'entendre bien tous les mots qui sont prononcés par les professeurs. Alors que sans le masque, on voyait... déjà, le son se propageait mieux. Du coup, même au fond de la classe, on entendait bien ce que disait le professeur. Alors que là, malheureusement, dans certains cours, on entend moins bien. Donc, ça devient compliqué. Ensuite, moi, j'ai la chance d'être en demi-journée en présentiel, distanciel. Du coup, ça fait que j'ai pas besoin de porter le masque de 8h à 17-18h. J'ai une demi-journée où je vais avoir le masque et l'autre demi-journée où je vais être en présentiel. Où du coup, ça va être plus compliqué parce qu'il y a l'ordinateur. Mais d'un autre côté, ça va être plus facile parce que j'aurai pas le masque obligatoire porté tout le temps, etc. Donc c'est mitigé en fait. Il y a des avantages et il y a des inconvénients dans les deux situations, en présentiel comme en distanciel. D'accord. Et le fait, donc, est-ce qu'il est bien respecté néanmoins le port du masque? Parce qu'on imagine qu'il est peut-être très bien respecté pendant les cours, mais à la récréation moins. Et alors quand on sort dehors et qu'on se retrouve entre copains-copines, là plus du tout. Globalement, oui, dans l'enceinte de l'établissement, donc même pendant la récré, le port du masque est plutôt bien respecté. Par contre, en dehors de l'école, plus du tout. Elvire Beraya Lazarus, vous avez enquêté dans ce milieu estudiantin là, pendant des mois, j'imagine, pour réaliser votre enquête. Est-ce que vous vous y retrouvez dans ces témoignages qu'on vient d'écouter depuis le début? Oui, bien sûr. Et je rajouterais par rapport aux examens qu'il y a aussi les élèves, notamment en prépa, qui sont très inquiets des concours qui vont arriver. Grandes écoles. Oui, les concours aux grandes écoles, tous les concours qui vont avoir lieu là dans les mois qui viennent. Et les modalités de ces concours ne sont pas encore clairement établies. Ils sont dans une sorte d'incertitude en fait. Est-ce qu'il y aura des oraux? Est-ce qu'il n'y aura pas d'oraux? Est-ce que ça va se faire à distance, en présence? Et en fait, ils ne savent pas sur quoi ils vont être sélectionnés.
Est-ce que ça va être du contrôle continu et ça les inquiète beaucoup parce qu'ils jouent leur avenir là, cette année, ces élèves-là. L'école qu'ils vont Pour obtenir. entrer en école de commerce, on ne sait pas si ça va être du contrôle continu, des oraux ou des examens purs et durs à l'ancienne. Non, ils ne savent pas. Bon. Alors, on va justement retrouver une jeune diplômée, Alexia. Vous avez 25 ans, vous avez été diplômée, Alexia, en avril dernier. On n'ose pas vous poser la question. Comment ça se passe que vous avez trouvé du travail? Puisque théoriquement, une fois qu'on est diplômé, on est censé avoir trouvé du boulot. Alors, juste après mon diplôme, j'ai eu un contrat court. Bac plus 5, je précise. Vous êtes Bac plus 5 Sciences Po. Donc, j'ai terminé un contrat court qui s'est terminé en novembre. Donc là, j'ai eu du mal à retrouver un nouveau contrat du fait du confinement. Et je constate que le recrutement et la frilosité à embaucher des jeunes est d'autant plus forte du fait du confinement et de la situation économique. Et du coup, là, que faites-vous en ce moment? Du coup, la faute de contrat, vous êtes retourné chez votre père, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Je suis rentrée en Limousin après 5 ans de vie à Lille. J'ai dû rentrer chez mon père un peu à contre-cœur, mais après, c'est l'occasion aussi de passer du temps en famille, mais en espérant chacun que c'est un temps qui sera raccourci. Du coup, Wally Bordas, faute de pouvoir trouver du boulot, il y a la tentation chez les étudiants de prolonger peut-être leurs études. Non, c'est une des astuces qu'on constate. Exactement. En fait, déjà, il y a des chiffres qui sont sortis. En 2020, il y a eu 40% d'offres d'emploi en moins pour les jeunes diplômés, ce qui est énorme. Et on constate aussi que 4 jeunes diplômés sur 10 ont revu leur projet d'insertion professionnelle à cause du Covid-19. C'est-à-dire que, par exemple, dans les grandes écoles, aujourd'hui, il y en a plein qui n'ont pas trouvé de travail, qui ont été diplômés l'an dernier, qui n'ont pas trouvé de travail, et qui ont décidé soit de poursuivre en faisant une année d'études en plus, comme un master spécialisé, ou en essayant de faire des stages supplémentaires, en essayant de trouver un emploi d'appoint. Pareil à l'université, très compliqué. Là, ils ont terminé leur stage, parce que les stages avaient pu être prolongés jusqu'à la fin de l'année 2020. Ils ont terminé leur stage en décembre pour la plupart. Ils sont là en janvier, ils sont sans emploi pour la plupart, et c'est compliqué pour la suite, quoi. Je rajouterais que oui, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui, cette année, à la rentrée, ont eu du mal à trouver une alternance. Et parce qu'il y avait peu d'offres. Et finalement, quand vous êtes inscrit en alternance, vous ne touchez plus votre bourse. Donc, ils ont eu leurs finances coupées parce que normalement, votre salaire d'alternant est censé compenser la bourse. Donc, des étudiants boursiers se sont retrouvés sans ressources parce qu'ils se sont retrouvés sans entreprise. Et donc, quand on est sans ressources, du coup, on ne peut plus payer son logement. Et du coup, Alexia, on l'a vu, a décidé de rentrer chez ses parents dans le Limousin. Mais d'autres continuent de se saigner aux quatre veines. Les parents continuent de se saigner aux quatre veines pour payer de tout petits appartements pour que leurs enfants suivent des cours en plus sur ordinateur. Je propose qu'on revoie un extrait de votre documentaire, Elvire. Il s'agit d'une jeune fille, Lola, qui est étudiante et qui vous a fait visiter sa chambre de bonne de 10 mètres carrés. Vous allez voir. Le tour du propriétaire est vite fait, on regarde. Elle vit au 7e étage de cet immeuble, dans une chambre de bonne toute petite. La cuisine fait également salon et chambre. Donc ici, on est dans l'appartement dans sa globalité. Quand on déplie le canapé, on n'a plus beaucoup de place pour bouger. Pas beaucoup de place. Lola passe sa vie à ranger. Donc je ne peux pas ouvrir complètement mon frigo parce que c'est petit, ça bloque. Donc au total, ça fait 10 mètres carrés, 71 exactement. Alors on va aller aux toilettes. Elle paye 640 € de loyer. Toute sa bourse et les APL y passent. Donc il y a une petite clé. Elle n'aurait jamais imaginé qu'à ce prix-là, en plus, les toilettes seraient au bout du couloir. Voici les toilettes qu'on partage à 7 sur le palier. Et du coup, Elvire Beraya-Lazarus, qu'on n'a pas montré, mais dans votre documentaire, vous l'avez filmé, c'est que cette jeune fille, pour tenir le coup, elle prend des antidépresseurs. Exactement, elle prend du Xanax. Enfin, aujourd'hui, ça va mieux, là. Elle est passée à des méthodes plus naturelles. Mais au moment du reportage, effectivement, son médecin traitant lui avait dit
de prendre un peu de médicaments parce qu'elle faisait des crises d'angoisse, des crises de panique. Et pourtant, elle est très, très soutenue par sa famille. Elle a sa maman au téléphone tout le temps. Mais le problème, c'est que elle est partie de Bordeaux, voilà, du foyer familial cette année. Et l'arrivée à Paris sans connaître personne, avec beaucoup de temps passé seule dans ce studio, plus les inquiétudes sur les concours et sur son avenir, ça faisait beaucoup, là. Donc, malgré le soutien quotidien de sa famille, c'était compliqué de tenir psychologiquement. Et oui, Dominique Monchablon, ce sont des jeunes qui croient s'éclater à Paris, qui se retrouvent dans des chambres où ils sont assignés, qui deviennent en fait des cellules, quoi. Oui, absolument. Alors, cette situation, je dirais la précarité étudiante, des logements étudiants, c'est une situation qui a largement précédé la Covid. Mais avant, la Covid leur impose... Voilà. Habituellement, l'étudiant aspirait hors de sa chambre en permanence, le jour et souvent le soir aussi, il faut dire. Ouais. Et parfois la nuit, quelle chance. Donc là, ils sont consignés dans leur cellule, entre guillemets, un petit peu monacale. Je dois dire que le facteur de stress décisif, ce n'est pas le nombre de mètres carrés de la chambre, ce sont les liens sociaux que le jeune a pu développer et préserver ou pas. Quelles que soient, je dirais, les conditions économiques de chaque étudiant, et j'insiste là-dessus, parce que souvent, c'est polarisé sur la question de la précarité étudiante. Évidemment, c'est un facteur de stress très important, parce que ça rend indisponible psychiquement à l'apprentissage s'il faut compter 3 francs 6 sous, savoir comment déjeuner ou dîner, etc. Mais le facteur majeur de stress, il est beaucoup plus dans la qualité du lien social. Est-ce que ces jeunes, et je dirais que ce lien social, il y a 3 cercles concentrique en réalité. Il y a le cercle des proches, l'amoureux, l'amoureuse de la famille. Voilà. Il y a un cercle un petit peu plus large, c'est le support communautaire de l'université. Et là, il fait défaut, même si les universités, quand même, il faut dire, sont très investis dans le support de leurs étudiants. Mais ce que vous voulez dire, c'est que ça n'est pas qu'on ne voit pas ses amis, c'est qu'on ne se fait pas d'amis, c'est ça? Alors, finalement, pour ceux qui arrivent qui sont primo-arrivants à l'université, ils n'ont pas eu le temps de se faire des amis, soyons clairs en amont. Alors, ils ont une petite chance, là, puisqu'ils reviennent à l'université de choper... Un jour par semaine. Oui, de choper, comme disent les ados, le 06, le 07 de leur voisine ou de leur voisin, etc. Commencer à nouer quelque chose. Qu'ils en profitent, parce que ça ne va peut-être pas durer très longtemps. Voilà. Ceux-là, ils n'ont pas eu le temps de nouer des liens sociaux. Mais ils sont restés sur leurs liens sociaux antérieurs de lycée. Et s'ils étaient en province, ça, c'est un peu compliqué. Mais heureusement, il y a Internet, c'est magnifique. Le problème se pose un peu plus pour ceux qui sont plus avancés en études. Alors ceux-là, ils ont déjà le réseau. Et ceux qui sortent, et ceux qui va manquer cruellement, j'étais très sensible au témoignage de ceux qui sortent et qui cherchent du travail, il va manquer cruellement cet étayage-là des pairs au moment où on se jette dans le grand bain du travail. Pourquoi? Parce que cette solidarité, alors qu'on est normalement concurrents pour les mêmes postes. Mais non, ce qui prévaut, c'est la solidarité. C'est formidable. Cette solidarité entre eux au moment, et ces rituels de sortie, ces remises de diplômes, les liens avec les enseignants qui les remercient, qui les félicitent, on se dit au revoir, etc. Et puis, évidemment... Les premiers pas dans la vie active, il y a une solidarité entre anciens copains, quoi. Alors, notamment à l'université, en certaines universités, dans les grandes écoles, il y a tout le réseau des anciens. Et celui-là, il fait quand même un petit peu défaut, en tout cas en présentiel. Voilà. Anastasia, sur comment on noue des relations avec ses amis, est-ce que vous... Du coup, vous parliez tout à l'heure, on se retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Heureusement, il y a Internet pour parler à ses amis, ou sans faire, j'en sais rien, moi. C'est ça. Heureusement, il y a Internet pour parler à ses amis. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais autant parlé finalement pendant les cours ou entre... parce qu'on ne se voit plus du tout. Et c'est vrai que d'habitude, on a quand même nos groupes d'amis à l'université, puis même notre promotion, qu'on est... Généralement, il y a quand même des ambiances assez agréables, on est content de se voir. Là, ça manque un peu de ne pas pouvoir prendre un café... à la pause, de discuter du cours. Donc là, c'est beaucoup par messagerie. On dit, bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah oui, ça nous fait plaisir de revoir tel prof. Oh, c'était sympa. Mais c'est vrai que tous ces moments, parce que la vie étudiante, on nous dit toujours que c'est là, ça va être la vie étudiante, les amis, les sorties, toutes ces choses, ça manque assez cruellement. Et même sans les sorties, tous ces moments où au déjeuner, on va manger un petit truc ensemble, on discute. Là, la plupart d'entre nous sont retournés chez leurs parents parce qu'il y en a certains qui ont tenté le confinement tout seul au semestre dernier et on a vu à quel point ça pouvait être dur. Donc, si on n'est pas parisien, la plupart, on se retrouve éparpillés aux 4 coins de la France. Avec les amis parisiens, on a pu essayer de se voir un peu, de suivre les cours ensemble, tous ensemble dans un appartement parce que pour le moral, c'est mieux, pour la concentration, c'est mieux.
Mais je crois que c'est vraiment ce qui manque le plus à tout le monde, comme vous disiez, même ces échanges avec les professeurs, à la sortie des cours, les débats. Pour certains, on ne s'est pas vu depuis très longtemps et on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir. Finalement, nous, c'est notre dernière année là, de licence. Si l'année prochaine, certains on partira forcément pas tous faire nos masters aux mêmes endroits, on se dit mais on ne se sera pas vu de l'année, on n'aura pas passé notre dernière année ensemble. Est-ce qu'on aura une remise de diplôme? Quand est-ce qu'on va se dire au revoir ou quand est-ce qu'on va se retrouver? C'est assez, c'est assez triste comme situation. Merci Anastasia. Et vous, Alexia, les réseaux sociaux, est-ce que ça fait office de pis-aller pour nouer des contacts, pour essayer d'avoir des amis ou entretenir des amitiés, des amours, j'en sais rien? Moi, je dirais surtout que c'est une occasion de, oui, effectivement, comme vous disiez, garder contact. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que beaucoup de mes amis en ont un peu marre et que c'est anxieux du fait qu'on voit la vie de chacun évoluer. Et que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut être anxieux. Donc, je sais qu'avec moi et d'autres, on s'astreint à avoir une relation aux réseaux sociaux un peu diminuée de l'habituel. Oui, parce que ça, on le sait, hein, Dominique Monchablon, sur les réseaux sociaux, on met toujours des photos de soi très valorisantes. Du coup, ceux qui vous regardent disent « Oh là là, lui, il a une vie merveilleuse et moi, ça vous renvoie souvent à votre propre condition, ce qui vous fait que ça vous déprime, quoi. » Oui, les étudiants évoquent très bien cette lassitude de ce contact, je dirais, par Internet. Par Internet, dont l'effet s'épuise un petit peu. Et à vrai dire, et très rapidement d'ailleurs, dès le premier confinement, ils ont pu dire mais au fond, je commence à faire la part des choses entre mes amis, entre guillemets, mes followers, mes amis Internet et puis les vrais amis. Et finalement, parce que ces faux amis, ces connaissances, etc., tout ça s'épuise avec le temps. Ils sont confinés depuis le mois de mars, pratiquement les étudiants, avec ce petit espace de juillet, août, septembre. Ça a été très bref. Et donc, ce contact-là commence à s'épuiser un petit peu. Je suis très sensible au témoignage de cette étudiante. Alors, je voulais signaler qu'il y a une étude chinoise qui est sortie, qui a été publiée en octobre, et qui analyse la détresse psychologique ou le bien-être psychologique de 750 000 étudiants. Les Chinois sont très en avance sur nous sur le plan épidémiologique, puis ils ont été aussi en avance sur la crise sanitaire. Donc, voilà. Et cette étude a révélé quand même 45% d'étudiants en situation de souffrance psychologique. Au final, donc là vraiment il va falloir qu'on se mette au travail et qu'un des facteurs de stress, le facteur de stress primordial qui multipliait par 4 le risque de développer une dépression et troubles anxieux, c'était l'isolement social ou le sentiment de solitude. Alors ça, encore un petit peu plus subtil. Mais je retiens aussi que dans cette étude, on montrait qu'un autre facteur était important, c'était évidemment le fait d'être ou pas dans l'épicentre de l'épidémie. Là, je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur le plan national à soutenir ceux qui sont au cœur, les étudiants qui sont au cœur de l'épidémie. Et enfin, le troisième facteur intéressant pour vous, Axel, et pour rebondir sur ce que disait cette étudiante, c'est le temps d'exposition aux écrans. Et le fait d'avoir plus de 3 heures d'exposition aux écrans sur la Covid, la crise économique liée à la Covid, les hospitalisations, les visages, enfin tout ce qu'on peut montrer, la réanimation. Ça déprime. On est la seule spécialité, nous, la psychiatrie, on peut tomber malade juste en regardant la télévision, avec l'obésité. Allez. Ouais. Donc, mais justement, l'obésité, Elvire, ces jeunes-là qui passent des week-ends entiers à l'isolement, on va dire, puisque où on a peu le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait de la lecture, on fait moins de sport. Comment on occupe ces gens? On fait des jeux vidéo, on fume, parce qu'il paraît qu'il y a des problèmes d'addiction. Comment ils font plus beaucoup de sport, ça c'est sûr. Certains essayent de sortir quand même, faire un tour, autour de chez eux. Ouais. Il y en a notamment Lola, de temps en temps, elle part à la bibliothèque pour étudier là-bas, donc du coup ça lui fait un petit trajet, elle va quelque part, il faut réserver sa place sur une appli, il faut réserver un créneau horaire, parce que tout le monde a envie de faire ça, pour voir d'autres gens travailler comme vous, justement pour se sentir ensemble en train de bûcher. Tout le monde a envie d'aller à la bibliothèque, et donc du coup les bibliothèques sont pleines, donc il faut réserver avant sur une appli pour pouvoir s'y rendre. Voilà.
On a vu, Dominique Monchablon, alors c'est toujours le même sondage Odoxa pour France Info, une hausse des addictions, 19% par exemple qui disent consommer davantage de tabac, mais est-ce que aussi il y a d'autres substances, l'alcool, d'autres substances illicites pour le Bien coup, sûr. ou les jeux vidéo d'ailleurs, est-ce que vous le mettez dans la catégorie addiction ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, on a vu effectivement que les failles préalables s'agrandissaient, on va dire, s'aggravaient. Donc, tous les étudiants qui ont cette petite composante-là de vulnérabilité aux addictions, ces addictions vont s'amplifier, vont s'installer, risquent de s'aggraver. Du côté de la consommation d'alcool, bien sûr, de toxiques, bien sûr. Même si on est seul, pour le coup, alors souvent, la consommation d'alcool avec les jeunes, elle est en binge drinking, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est à plusieurs le samedi soir. Mais... Voilà, c'est plutôt tout seul, ce qui est beaucoup plus délétère, comme effet beaucoup plus déprimant, oui, parce qu'on n'a pas une bonne image de soi quand on boit tout seul à la maison. Entre copains, c'est autre chose. C'est encore valorisé en France. Voilà. Je crois qu'il n'y a que les addictions sexuelles qui sont un peu plus difficiles à mettre en œuvre, je suppose. Que les étudiants sont assez discrets là-dessus. Et Tinder continue à fonctionner, mais tout le champ, notamment les addictions à Internet, effectivement, sont en... Et c'est très grave parce que ça, je dirais, désynchronise la journée, c'est-à-dire qu'on voit arriver des étudiants qui ne dorment le jour, qui sont sur Internet la nuit, dont l'emploi du temps est totalement désarticulé et qui décrochent brutalement des études. Alexia, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi vous êtes rentrée chez votre père, c'est pour ne plus être exposé à ce type de vie où on ne s'habille plus forcément parce qu'au fond les journées passent sans rien que ne se passe et puis on est tenté de se réfugier sur des jeux internet, etc. Et ce vide vous finit par vous déprimer ? Oui, effectivement, je suis rentrée surtout pour être entourée, pour être avec ma famille et pour ne pas vivre ce confinement, cette situation un peu anxiogène toute seule. Et j'ai effectivement la chance d'être très entourée, donc c'est d'autant plus satisfaisant. Et effectivement, le fait qu'eux aient un rythme, ça me permet de moi garder un rythme assez sain au quotidien. Anastasia, est-ce que dans votre entourage, vous connaissez, vous entendez parler justement d'étudiants qui décrochent, qui se laissent aller, qui au fond ne suivent plus les cours et qui se laissent aller à certaines addictions, qui ne s'habillent plus, etc., qui se laissent partir, quoi. Malheureusement, oui. Et je pense que la plupart des étudiants ont, dans leur groupe d'amis ou en tout cas de connaissances, connaissent quelqu'un qui décroche totalement. Surtout maintenant à l'aube de ce deuxième semestre, parce que je pense qu'on a tous réussi à se motiver jusqu'en décembre en se disant oui, mais peut-être que le second semestre, on sera de retour en janvier-février. Et là, on nous a dit que non. Donc, ça a été un gros coup au moral pour beaucoup. Moi, en troisième année, un petit peu moins parce qu'on est quand même au bout d'un cycle d'études. Donc, je pense qu'on est plus à se motiver, à se dire bon, il nous reste 3 mois, ce serait bête de décrocher maintenant. Il faut tenir bon. Mais je vois dans des amis ou mes cousines, des étudiants un peu plus jeunes qui sont notamment en première année, qui disent mais on a été à peine un mois en cours, voire moins. Parfois, ils n'ont pas été du tout à la fac en présentiel depuis septembre et qui disent mais comment vous voulez qu'on arrive à comprendre la méthodologie, on ne s'est pas fait d'amis, on déprimait, on était loin de nos familles. Et psychologiquement, c'était très dur. Et ils ont complètement lâché les cours en disant en fait, ça ne me plaît pas, alors que peut-être qu'en étant à la fac, ils se seraient accrochés, ils auraient découvert des choses qu'ils aimaient plus, ils se seraient passionnés pour une matière. Et là, en étant à distance toute la journée, c'était pas possible pour eux de faire cet effort. Heureusement, dans mon cercle d'amis proches, j'ai peu d'amis j'en vois pas qui ont eu ces addictions fortes. Mais en effet, on voit partout qu'il y a beaucoup d'étudiants qui dépriment. Puis on voit des amis quand même qui là sont rentrés un peu en urgence chez leurs parents ce second semestre parce qu'ils étaient seuls dans leur appartement, c'était la déprime, ils angoissaient, ils se disaient si je rentre pas chez mes parents, si je vois pas du monde, si j'ai pas cette bienveillance de mes parents qui m'entourent et qui ont un rythme, c'est sûr que je vais décrocher, c'est sûr que ça va être la déprime et je pourrais pas tenir encore un mois comme ça dans un appartement tout seul. En plus c'est l'hiver, il fait nuit à 5 heures. Non, c'était vraiment le couvre-feu à 18h, donc parfois on a cours jusqu'à 18h. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas sortir 20 minutes, faire une balade, s'acheter quelque chose au supermarché en bas, faire une petite sortie. Donc, je pense que ce deuxième semestre confiné, pour beaucoup, c'est un peu la goutte d'eau. Eh oui, on comprend bien qu'aller à la faculté, c'est
embarqués dans une aventure et que si on n'y va pas, on reste à quai du coup. Elvire Beria-Lazarus. Ceux que j'ai pu filmer, ceux qui vont mieux, finalement, c'est ceux des étudiants que j'ai filmés à Grenoble, dans cette résidence qui s'appelle un CAPS. C'est géré par une association qui s'appelle La Fève. Et en fait, dans la gestion collective de cet immeuble, de cette résidence, fait que les étudiants s'entraînent les uns les autres. Ils étaient en colocation. Ils sont en coloc, il y a 10 appartes en fait. Donc en tout, ils sont 50 dans donc cette là, c'est pas l'isolement. Là, c'est pas l'isolement et on voit bien qu'ils vont mieux que les autres. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent les uns les autres à faire des actions de bénévolat dans le quartier. Ils se voient, ils se prêtent des choses. Ça change tout en fait pour eux. Et ils vont vraiment mieux que ceux que j'ai vus isolés dans leur petite chambre. Alors, évidemment, avec le Covid, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de job étudiant, donc pas de rentrée d'argent pour des étudiants qui souvent se débrouillent tout seuls pour financer leurs études. Résultat, pour déjeuner, il n'y a pas de resto non plus. Beaucoup se tournent, on va regarder un extrait de votre documentaire, beaucoup se tournent vers la banque alimentaire. Et oui, la banque alimentaire. On regarde votre sujet, Elvire. Les bénévoles sont souvent d'anciens étudiants aujourd'hui insérés dans la vie active. C'est le cas de Julie, 30 ans. Elle est cadre dans les télécommunications. Je fais l'accueil en fait et je parle avec les étudiants tous les lundis et tous les jeudis. Je sens qu'il y en a certains, c'est la première fois, donc ils sont un peu honteux, ils sont pas très à l'aise avec le fait de venir ici. Beaucoup ne vont pas si bien que ça. Je me dis que ça justifie ma présence ici et qu'il faut continuer. Merci beaucoup monsieur. Lola et son ami Adrien ont récupéré près de 7 kilos de denrées. Grâce à cette distribution, ils vont pouvoir manger pendant 3 ou 4 jours. Ça allège mon budget nourriture dans le mois, vu que j'ai plus beaucoup de moyens. Ça fait bizarre quand même de se dire qu'on est obligé de venir se nourrir dans une banque alimentaire aujourd'hui en étant jeune étudiant, en fin de cursus en plus, donc prêt à rentrer dans la vie active. Et voilà. Dominique Monchablon, il va entrer dans la vie active avec une faible estime de soi puisqu'il est obligé d'aller quémander pour déjeuner. Est-ce que ça renvoie de soi une image dévalorisante Oui, c'est très difficile. En fait, pour les étudiants, ils ont un sens aigu de la dignité. Voilà. Et c'est aussi un peu le problème, hélas. C'est-à-dire que, contrairement peut-être aux autres, ils ont du mal à demander officiellement. Je suis en lien permanent avec les œuvres universitaires de Paris, et je travaille avec eux. Et ils me disent, mais on a du mal à aller chercher ces étudiants qui vont mal, qui ont peu de ressources, peu de moyens, qui ont des problèmes et qui ne vont pas faire appel ni aux psy parce qu'ils ne vont pas bien, ni à nos services. Parce qu'on sait qu'il y a un chèque psy que Emmanuel Macron a mis en charge. Et ils hésitent à y aller, à franchir la porte de votre cabinet. Parce que cela, il faut les chercher en réalité. Quand on n'est pas bien, on ne va pas vous voir. Non. À la limite, c'est quand on va un peu mieux qu'on vient vous voir. Absolument. Absolument. Ça, c'est aussi le problème de notre spécialité. Plus on va mal, moins on consulte. Donc, il faut être extrêmement innovant pour aller chercher ceux qui vont mal et qui ne font pas cette démarche. Eh bien, on a été très inventifs. On va passer par... on est en train de réfléchir, et avec le rectorat de région, sur des dispositifs qui pourraient nous permettre d'aller jusqu'à eux, notamment parce qu'ils sont totalement diffractés sur tout le territoire, avec le confinement. Et ceux qui sont enfermés, il faut aller jusqu'à eux. Aller jusqu'à eux, c'est emprunter le mail universitaire, emprunter ce canal, les sensibiliser, les interpeller, leur proposer déjà un premier contact téléphonique. Souvent, ces jeunes ne vont pas franchir la porte d'un cabinet, sûrement pas. Aussi parce que la psychiatrie, la psychologie est stigmatisée en France, donc c'est aussi une perte de leur dignité d'aller appeler à l'aide sur le plan psychologique, d'appeler à l'aide sur le plan social. Je ne me détourne pas du sujet, c'est aussi un problème important. Et ceux qui vont bien peuvent en parler avec humour, et c'est extraordinaire parce qu'ils sont extrêmement résilients quand même, ces jeunes qui arrivent à un très haut niveau d'études avec très peu de moyens. Et ceux-là, ils ont une autodérision, ils ont l'humour. Ils vont être confrontés quand même aussi à notre plafond de verre après, dans l'entrée dans le monde du travail. Ce sont les codes culturels, sociaux, l'habillement, la parole, etc. Mais ils ont surmonté tout ça jusque-là. Ils vont s'en sortir. Moi, je suis extrêmement optimiste. Mais là, dans la situation de crise, effectivement, c'est intéressant d'aller jusqu'à eux. Ceci, il y a des initiatives gouvernementales qui sont intéressantes quand même. Justement, oui, l'association qu'on voit dans le reportage a fait vraiment un travail formidable en allant les chercher justement ces jeunes étudiants. Et l'accueil est plutôt sympa, il y a de la musique, c'est des jeunes. Ça fait un peu soirée étudiante presque. Oui, voilà, donc ils sont dans une ambiance où du coup ils veulent bien venir. Et j'en ai entendu pas mal lors de ces distributions me dire qu'ils préféraient largement venir là que demander un coup de main à leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être des boulets en fait pour leurs parents. C'est des étudiants, là notamment Adrien qu'on voit qui
qui fait l'interview à la fin, l'ami de Lola, lui, il avait du boulot. Il a toujours bossé. Depuis ses 17 ans, il bosse. Il bosse dans des bars, etc. Mais là, il avait perdu son job, il est barman. Donc, il avait plus de travail. Hein. Il n'avait pas encore trouvé son job. Là, ça y est, il a finalement, apparemment, il a trouvé depuis le début janvier. Mais là, il avait 3 mois où il avait vraiment plus aucune ressource. Il tenait sur ses économies. Et pour lui, c'était hors de question de demander de l'argent à ses parents. Alors justement, le gouvernement a réagi, ou le chef de l'État. On écoute Emmanuel Macron qui a annoncé la semaine dernière la création d'un système pour qu'il y ait 2 repas par jour à 1 euro. On écoute Emmanuel Macron. On ouvrirait à tous les étudiants non boursiers et internationaux qui en font la demande l'accès aux 2 repas qu'on peut aller prendre au Resto U à 1 euro le repas. Un étudiant qui soit en licence ou en master, ou une étudiante, il doit avoir à peu près les mêmes droits, il a les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille. Et s'il en a besoin, il doit pouvoir revenir une journée par semaine à l'université pour faire du présentiel, que ce soit en TD ou en cours. Wally Bordas, aujourd'hui, je sais qu'il y a un appel à la grève et à des manifestations. Est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs que les jeunes finissent par se révolter et participent à cette manifestation qui est organisée aujourd'hui, hein? Oui, tout à fait. Il y en a eu une la semaine dernière déjà. Elle n'a pas été très suivie. Il y a eu sur Paris 3-4 000 personnes et un petit peu partout en France, il y en a eu des centaines. Les associations de jeunesse comme l'UNEF, l'UNI, la FAGE appellent régulièrement à manifester pour demander plus de mesures au gouvernement. Et notamment, ce qu'ils réclament le plus, c'est qu'à l'université, il y ait 50% des étudiants qui puissent revenir. Tout le temps, tous les jours. Alors là, on est à 1 jour sur 5. Hein, là, on est à 20%, 20%, on va dire. Ouais. Donc, ils demandent 50%. Ils demandent plus de mesures aussi sur la pauvreté étudiante. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron, elles ne l'auront pas suffi. Pour l'instant, c'est très peu suivi. Ils sont très gentils, finalement très compréhensifs. Dominique Montchablon, c'est curieux que la jeunesse qu'on présente toujours comme rebelle, prompte à se révolter, eh bien là, elle a l'air de baisser la tête. Ils sont incroyables, ils ne baissent pas du tout la tête, ils sont incroyablement résilients et, je dirais, engagés. Dans cette mission qui est la leur, c'est tenir le coup, être autonome. Je prends cette image d'écosystème familial. Finalement, quand un jeune tombe malade dans une famille, souvent la famille s'organise autour et tient le coup pour soutenir le jeune. Puis quand le jeune va mieux, finalement, c'est les autres frères et sœurs qui commencent à revendiquer un peu leur adolescence perdue. Je redoute que cette jeunesse à qui on demande beaucoup aujourd'hui, je parle là explicitement des étudiants, exclusivement des étudiants, qui ont été très, je dirais, dans un système de loyauté totale, hein, d'abord à leurs parents, à leurs grands-parents. Ils ont protégé au système universitaire. Ils ont accepté le téléenseignement pendant 1 an. Ils ont accepté de rester dans leur chambre pendant 1 an. Enfin, ils ont été vraiment... En novembre-décembre, c'était les seuls qui étaient confinés. Ils ont beaucoup donné. Il va falloir qu'on soit au rendez-vous à la sortie de cette crise sanitaire, je le pense. Sinon, ça va ruer dans les brancards. Ce que vous disiez, Dominique Montchablon, c'est que c'est une jeunesse qui ne se rebelle pas parce qu'elle est en mode on résiste, on tient le coup. Et on va voir ensuite, en sortie de crise, peut-être que là, il y aura des revendications qui... Voilà. Mais en tous les cas, c'est vrai que cette jeunesse qui ne se projette pas, qui ne se crée pas d'avenir, qui est en mode résistance, ça inquiète les parents. Je vous propose de revoir à nouveau, Elvire, un extrait de votre document. C'est la mère du jeune, comment il s'appelle Nathanaël, et ben justement, qui s'inquiète de l'avenir de son enfant. Il se dit, mais pourquoi il n'est pas en train de prendre son envol? On écoute cet extrait. À 23h, il se dépêche de rentrer. Il accourt à 8h le lendemain. T'as le bébé chat et tout. T'as le bébé chat et tout. Sa mère s'inquiète pour son fils et sa petite copine Agathe. Elle les voit passer à côté de leur jeunesse. Ces jeunes qui, par rapport à ce qui se passe, sont en plein doute quant à leur avenir. Je sais pas comment ils font pour se projeter. Hein. Dire quand on passe... à l'âge adulte, parce que on se met à travailler, plein de choses. On se dit, perdre de l'insouciance, c'est normal, ça fait partie du processus, mais là, quand même, c'est très brutal, quoi. Elvire Baraïa-Lazarus, voilà, c'est ce que dit sa mère. Ils ne se projettent pas, en fait, ces enfants. Non, ils ont du mal à se projeter, évidemment. Donc, ils ne pensent même pas aux prochaines vacances, au prochain boulot, à la prochaine vie de couple. Non, là, ils pensent à demain, comment on s'organise.
Et c'est vrai que justement, Nathanaël, qui fait des études de lettres, c'est un bon élève, hein, il s'accroche, mais c'est vrai que son job étudiant, qui est dans un fast-food, on lui propose de devenir manager, de prendre des responsabilités, et on lui ouvre un peu des portes, en fait, une possibilité, et il est là, il se pose la question, il se dit, est-ce que je ne devrais pas prendre cette voie-là? Bon, il s'accroche parce qu'il veut être instituteur plus tard, mais il s'accroche, mais il va falloir effectivement leur donner des signes qu'on va les soutenir, ces jeunes, parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir s'accrocher comme ça des mois et des années durant. Wally Bordas? Je voulais rebondir parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir un ressentiment assez fort chez les étudiants vis-à-vis de leurs aînés. On le sent poindre depuis quelques semaines avec des revendications en disant que ils auraient souhaité un peu plus de soutien, qu'ils se sentaient vraiment pointés du doigt et que surtout leurs aînés ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de vivre. Il faut quand même se dire que du jour au lendemain, les étudiants, donc la jeunesse française qui doit normalement profiter de ces jeunes années, s'est retrouvée de pouvoir voyager dans le monde entier, pouvoir travailler ensemble, pouvoir sortir, pouvoir séduire, pouvoir tomber amoureux, pouvoir faire énormément de choses, à devoir rester enfermé dans sa chambre, seul, devoir boire l'apéro dans sa chambre sur Skype avec ses amis ou sa famille, seul, devoir rire seul, et on rit pas beaucoup, tout seul. Et du jour au lendemain, ils ont dû passer de tout à rien, et on leur reproche des choses parce qu'à la rentrée, il y a eu quelques amphibondés, qu'il y a eu 2-3 soirées étudiantes. Et finalement, aujourd'hui, ils commencent à se dire, nous, on se prive pour vous, on met nos masques, on reste à la maison pour vous protéger, mais vous nous pointez du doigt et vous nous pointez du doigt comme les coupables. Et effectivement, les aînés, comme vous dites, peuvent s'interroger sur le traitement qu'ils infligent à la jeunesse. Je vous propose de regarder ce dernier extrait de votre reportage. Alors heureusement, ils sont jeunes et ils le prennent avec le sourire et même avec de l'humour, mais certains, pour déjeuner, font les poubelles ou en l'occurrence récupèrent les restes des marchés, les restes qu'ils peuvent récupérer. On regarde un dernier extrait de votre reportage. Une de leurs rares sorties, c'est les courses, tous ensemble. Ils vont faire de la récup alimentaire. On peut demander s'ils ont du pain. En fait, faire les poubelles du marché, qui est tout près de chez eux. Ça fait le tège. Ils ont plus de chance chez le primeur. Ça et ça? Ah ouais. Oh yes. Dans mon truc à moi. Hop. Ah merci. Oh trop bien. Merci. On fait ce qu'on peut, on les donne les prix qui sont. On ne peut pas les revendre, on les aide avec ça. Vous sentez qu'ils sont plus dans le besoin qu'avant ou pas? Oui. J'ai des étudiantes, ils viennent presque tous les jours. Ce jour-là, la pêche est moyenne. Mais parfois, ils font des gueuletons mémorables. Une fois, on avait récupéré, mais non, c'était des gigots. On s'était fait gigots, patates et Mont d'Or. Tout trouvé en récup. C'était royal. On avait fait une récup, je pense, pour l'équivalent de 300 € de bouffe, un truc comme ça. C'était monstrueux. Elvire Beraya Lazarus, vous voyez, ils ont quand même le sourire, ces jeunes, mais quand même. C'est un mode de vie, hein. C'est aussi. Ouais, mais ils auraient quand même. Bon, là, c'est un cas. D'écologie, hein. On de la récup, il n'y a pas de gâchis. Ils en veulent pas quand même aux plus vieilles générations qui quand même laissent une planète polluée, ont les appartements, ont eu le travail, n'ont pas connu le chômage, ont aujourd'hui l'argent. Je pense qu'ils en parle de notre génération presque. Aux décisionnaires finalement, ce qu'ils comprennent pas. Enfin, j'ai entendu ça beaucoup de fois. Ils comprennent pas pourquoi des collégiens peuvent aller au bahut et eux ne peuvent pas aller à la fac. Ils en veulent la génération du dessous. Non, ils en veulent pas aux collégiens, mais ils comprennent pas pourquoi on permet à leurs petits frères et sœurs d'aller au lycée ou au collège. Et eux, ils se disent, mais on est plus responsables qu'eux. Nous, on va faire attention. On n'a pas 14 ans, on va mettre les masques, on va rester à distance. Pourquoi on nous fait pas confiance? Anastasia, vous confirmez? Vous en voulez plus à votre petite sœur qu'à vos parents de vous infliger ce traitement? J'en veux pas vraiment à mes sœurs. Moi, j'ai 2 petites sœurs. Une qui est encore qui est au lycée, enfin qui est en prépa dans un lycée, et une qui est en 4e. Et c'est vrai que sans remettre en question la responsabilité et l'autonomie de ma sœur, je me dis, bon, en 4e, est-ce qu'ils sont plus responsables que nous qui avons 22 ans? Et c'est très juste tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense que beaucoup d'étudiants sont assez fâchés ou vexés dernièrement parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires très négatifs sur les jeunes quand il y a eu cette histoire de rave party pendant les fêtes. Et on se regardait tous, on disait, mais attendez, on est confinés depuis novembre, la plupart d'entre nous, on n'est pas sortis, on travaille, on est avec nos parents,
À 8h, on a dîné, on est dans notre chambre et on est tous stigmatisés et montrés du doigt comme si l'ensemble de la population étudiante était allée faire des fêtes partout pendant le Nouvel An. Moi, personnellement, le Nouvel An, on était 4. On a dîné, puis après, on a attendu jusqu'à minuit parce qu'est-ce qu'on allait faire ? On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas inviter du monde, on ne pouvait pas aller danser. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment qu'on n'est pas toujours très bien compris et qu'on pointe rapidement du doigt, alors que sans faire des combats générationnels, le plus souvent les gens qu'on voit sans masque et qui refusent de mettre des masques, c'est plutôt des personnes plus dans une tranche d'âge âgée que des jeunes, que des étudiants. Bon, on va pas trop te stigmatiser. On va pas stigmatiser Dominique Monchablon. Dominique Monchablon, juste pour terminer, pour revenir sur ce reportage où on a vu des jeunes récupérer les invendus sur les marchés et qui avaient le sourire. Est-ce que quand même la grande différence de la jeunesse, c'est que même quand elle est au fond du trou, elle a la vie devant elle. Elle a l'espoir que ça aille mieux. Elle a la santé pour elle, ce qui fait qu'elle a toujours la banane. Cette jeunesse-là a une vitalité incroyable, une créativité incroyable. Cette jeunesse étudiante, des capacités d'adaptation. Voilà, on a le sentiment qu'ils sont un peu en apnée actuellement, mais ils ont une bonne capacité respiratoire pour faire une apnée prolongée. Mais cette apnée, elle va se terminer. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le temps universitaire, c'est pas le temps des salariés, c'est pas un temps uniforme. Hein, c'est un temps qui est en permanence, je dirais, fragmenté de vacances. Les concours, les fins d'année arrivent dans 2 mois maintenant. Et donc, ils voient très bien, parce qu'ils anticipent en permanence. J'entendais cette dame de certain âge dit ils n'anticipent pas. Mais si, ils anticipent en permanence. Le problème, c'est que chaque fois qu'ils font un plan, il faut qu'ils y renoncent parce qu'il y a une modification. Ils veulent partir à l'étranger, frontières fermes, etc. Les examens sont repoussés. Mais il y a une formidable vitalité et il y a encore 2 à 3 mois à tenir. Donc, on va s'en sortir. Eh ben voilà, c'est sur cette note d'espoir que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci Caroline, Anastasia, Alexia. On vous souhaite bonne chance pour vos examens et votre job qui ne va pas manquer d'arriver. On se retrouve demain à la même heure. Vous restez sur France Info. Bonne journée.